Est-ce que tout le monde est chaud? Bon. Ouais. Et bah du coup, bonsoir amis push-tartiens, push-tartiennes. Aujourd'hui, je vais vous présenter le merveilleux monde des Scriptable Objects et comment ça peut rendre votre vie incroyable dans Unity. Du coup, pour ceux qui me connaîtraient pas, je suis Marie Legrand, je suis game designer, game developer à NaturalPad. J'ai monté mon studio qui s'appelle Mad Pumpkins. Je suis formatrice Unity à Human Coders et je suis présidente de PushStart. Donc beaucoup d'occupations. Mais avant tout, je suis dev et j'ai une formation de dev. Et on va démarrer. Déjà, pour ceux qui connaissent pas les Scriptable Objects ou qui les ont très peu vus, par introduire un petit peu le concept et à quoi ça sert. Déjà, il faut savoir que c'est quelque chose qui a été créé qui dérive du même objet que les monobehavior. Donc ça a été vraiment créé pour faire quelque chose de très séparé. On va pouvoir stocker des données partagées entre des game objects, par exemple. Ça va nous permettre aussi de créer, d'organiser des choses sans avoir à les lier à des game objects qui sont quand même vraiment très lourds, avec toutes les données qu'il y a dedans et qui servent pas forcément. Ça permet de créer des outils incroyables pour travailler avec les game designers, de faciliter grandement l'ajout de données, d'assets, de pas avoir forcément besoin de passer par des gros fichiers de data en texte qui sont désérialisés après. Voilà, et créer son système d'événements, et ça, c'est vraiment très stylé. Vous allez voir. Globalement, c'est vraiment bien, aussi parce que ça permet d'éviter les références inutiles entre certains game objects. On va le voir un peu plus tard, mais globalement, typiquement, sur tout ce qui est événements d'interface, tous les objets ne devraient pas avoir accès aux éléments d'interface. Bref, on va voir ça juste après. Mais Marie, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas des singletons? Vous posez-vous comme question. Mais c'est une excellente question. Ben oui, Marie, pourquoi on n'utilise pas les singletons? Après tout, c'est ce que tout le monde fait. Et mais est-ce que j'ai besoin d'une instance de ces données? Demande-moi pour les questions chiantes, hein. Ouais, ça va, je me tais. Voilà. En fait, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une instance de ces données qui va être modifiée, qui va impliquer tout ce qu'implique une instance dans une scène. Donc, voilà, il n'y a pas de bonne solution, il ne faut pas seulement passer au Scriptable Object. On peut avoir besoin des singletons, c'est vraiment des utilisations qui sont différentes. D'abord parce que le singleton, il existe exclusivement dans la scène, alors que le Scriptable Object existe dans le projet. Le singleton, il a l'avantage d'être un component, ce qui parfois est utile. Mais le fait d'être un component, il a aussi accès à tout ce qui est transform de l'objet. Alors que le Scriptable Object est totalement indépendant et du coup, il peut être utilisé par plusieurs objets différents. Il n'a pas à être lié à un seul game object. Le singleton, dès qu'on quitte le play mode, hein, on le sait, de toute façon, comme tous les game objects, il se réinitialise à l'état dans lequel il était avant, alors que le Scriptable Object, lui, garde son état. Ce qui voilà, il n'y a pas de c'est pas bien ou pas bien, hein, c'est vraiment une utilisation qui est très différente. L'avantage
du singleton, c'est quand même de pouvoir l'appeler depuis n'importe quel script en faisant son point instance classique. Le scriptable object, on le passe en référence ou alors on va le chercher dans un dossier ressources. Le gros désavantage du singleton, c'est quand même de devoir le mettre en place au démarrage de sa scène, quand on met en place une nouvelle scène dans Unity. Si on a oublié des singletons qui sont essentiels pour le fonctionnement du jeu, ça va crash. Et du coup, il faut surtout pas oublier de les recréer à chaque fois ou de faire un Don't Destroy Unload pour conserver ça entre les scènes. Du coup, c'est un peu embêtant, par exemple, quand on a des singletons qui sont créés dans le loader et qu'on veut tester une scène sans passer par le loader et que du coup, ce singleton, il n'est pas créé parce que voilà. Bref, au niveau du dev, c'est quand même des choses qui sont pas super pratiques. S'il y a quelqu'un qui arrive dans la prod et qui n'a pas l'habitude et qui crée une nouvelle scène, il va avoir plein d'erreurs où il va pas savoir pourquoi. Les scriptable objects, comme ils existent de partout, normalement, on n'a pas ce souci du tout. Ensuite, quelque chose qui est à la fois un avantage et un désavantage des scriptable objects, c'est ces événements-là, awake, start, fixed update, update, late update, qui sont bien si on a des choses à faire avec, qui sont très très lourds si on n'en a pas l'utilité en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment appelé à chaque frame, c'est quelque chose qui est très bien pour les monobehavior, pour avoir un impact sur les singletons, ça peut servir. Clairement, si on n'en a pas besoin et qu'on veut stocker de la donnée ou qu'on veut quelque chose qui soit pas impacté par le temps ou les frames qui passent, le scriptable object paraît plus léger et beaucoup moins encombrant. Voilà. Et du coup, en fait, comme il est complètement indépendant ce système de temps et de frame, le scriptable object ne supporte pas les coroutines. Donc si on veut faire du multithreading avec Unity en utilisant les coroutines, on va être obligé de passer par le singleton ou simplement un component classique. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions déjà maintenant? J'avance? Bon. Ensuite, en pratique, du coup, quelques exemples, c'est pour bien différencier. Typiquement, il y a des subtilités qui vont se faire. Le joueur, on aura forcément plutôt envie que ce soit un singleton parce que il va être impacté par plein de choses de son environnement. On va vouloir le déplacer. Par contre, on veut peut-être qu'il soit accessible de partout et à ce moment-là, c'est cohérent d'en faire un singleton. Mais par exemple, on pourrait se dire que l'inventaire, ça peut être un scriptable object parce que c'est de la donnée et que l'inventaire, a priori, il va pas aller se balader dans tous les sens. Il va contenir en gros les modèles d'objets et éventuellement la position où ils sont, mais c'est vraiment de la donnée, quoi. C'est pas vraiment des choses spécifiques Unity qui nécessitent un monobehavior. Typiquement, ouais, les modèles d'objets, c'est super intéressant parce que ça va permettre de dire, par exemple, j'ai tel modèle d'arme dans mon jeu et ensuite, quand j'en crée une instance, il va avoir la référence de son modèle et on va pas restocker toutes les données à chaque fois qui sont communes à toutes les armes de ce type. Donc ça, on va revoir ça tout à l'heure.
Donc les modèles d'ennemis aussi seront potentiellement des scriptable objects, alors que les spawners d'ennemis et d'armes de loot vont plutôt être du singleton. Puisque on peut vouloir déclencher une vague d'ennemis depuis un trigger ou quelque chose comme ça. Donc ça, on va avoir besoin du monobehavior si on veut utiliser des coroutines, si on veut utiliser... Enfin, de toute façon, on va vouloir créer des instances d'objets. Le journal de quête, il va conserver les quêtes en cours avec leur statut courant. Par contre, le modèle de quête, il n'a pas besoin d'être lié à une instance. En fait, l'instance de quête va savoir qu'est-ce qu'elle est au départ et elle va conserver en plus son statut, où elle en est, et comment on a avancé dans la quête. Donc voilà, c'est ce genre de questions qu'on va se poser sur est-ce que j'ai besoin d'une instance? Est-ce que j'ai besoin de stocker des données qui sont vraiment très spécifiques à cette instance? Ou est-ce que ça va être plutôt des données que je veux partager, des données qui vont être communes à tous? Ensuite, on va voir un peu comment on va pouvoir utiliser ces scriptable objects. Du coup, typiquement pour créer un modèle de données, ça va être vraiment très simple. On va créer simplement notre classe en la dérivant de scriptable objects comme on le ferait avec un monobehavior. On peut stocker dedans toutes les informations communes aux instances de cet objet et comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut servir de modèle à une classe qui va servir pour les instances de cet objet. Et ça va permettre de... Après, voilà. Typiquement, voilà un exemple. J'ai défini un certain nombre d'infos sur ce qu'est une arme dans mon jeu et je veux en ajouter un nouveau modèle. Je veux mettre cette super nouvelle épée incroyable. Typiquement, je sais qu'une arme, elle a un nom, une description, un prix, des choses comme ça. Et ça, c'est de la donnée qui va rester commune entre toutes les armes, toutes les épées de ce type. Mais par exemple, je vais avoir une donnée d'usure qui, elle, va être très spécifique à chacune de ces instances. Donc simplement, on peut créer une nouvelle épée de type weapon et lui mettre un objet weapon data qui va être notre scriptable object, qui va contenir le modèle qu'on lui a créé. Donc à ce moment-là, s'il y a 20 instances de cette arme dans la scène, partagent tous la même référence sur leurs données communes. Par contre, elles ont chacune leur état d'usure qui leur est propre. Donc là-dessus, en fait, on va éviter de dupliquer inutilement des données. Et on va pouvoir, par exemple, aussi, typiquement chez le marchand, afficher les modèles d'armes sans savoir voilà, aller chercher dans un fichier pour les désérialiser. Donc, pour accéder à mes modèles d'armes, une fois que je me suis créé plein de petits scriptable objects avec mes modèles d'armes, j'ai deux choix. Donc, je peux aller dans Resources et me créer un petit dossier weapon et je dis je vais load tous les objets de type weapon data. Et ça va me permettre d'avoir la liste de tous mes fichiers .asset qui sont des weapon data. Soit je crée une library et ça va me permettre de faire du level design et de dire voilà, ça va être ma bibliothèque des armes disponibles dans le niveau 1 et je vais glisser mes scriptable objects
Et ma bibliothèque des armes disponibles dans le niveau 2, ça va être... va y en avoir certains qui vont être communs et d'autres qui vont être différents. Mais en tout cas, je sais que dans mon projet, ça va être lié à au même asset. Et du coup, si je modifie les données sur cet asset-là, ça va avoir un impact sur toutes les librairies que j'ai créées. Et du coup, ça va s'impacter sur tous les niveaux. Et j'évite de faire de la duplication de données qui pourrait me créer des erreurs et où je pourrais oublier de modifier les armes du niveau 3 si c'est la même que dans le niveau 1 et que j'ai déjà modifié. Ensuite, créer des événements, c'est quelque chose qui va être super utile. On va en voir un peu plus après avec l'exemple. Donc, tout simplement, on va créer une classe qui va contenir notre événement. Donc, Game Event, Scriptable Object, qui va avoir une liste de cette interface iGameEventListener qui permet en fait de notifier un objet que l'événement a été levé. Donc avec une fonction notify par exemple. Et on va pouvoir implémenter l'interface pour les listeners. Donc en gros, si j'ai un objet et que je veux qu'il soit notifié par un événement, je vais simplement ajouter, après MonoBehavior, je vais pouvoir ajouter cette interface et il va écouter l'événement que je lui dis d'écouter. Donc on va voir un peu plus ce que ça veut dire. Donc voilà, si on voulait créer une quête dans laquelle il faut trouver 3 gemmes dans le jeu, tout simplement, on crée un game event et on lui donne un nom. Sachant que là, dans ce système d'événements, il n'y a rien d'autre à faire que de lui donner un nom. Mais enfin, après, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Je vous montre seulement celle-ci. Donc voilà, on renomme son fichier pour savoir à quel asset on a affaire, à quel événement on a créé. Mais Game Event, il a rien à savoir. Lui, il a la référence de la liste des listeners qui lui sont liés. Et pour ça, en fait, c'est simplement l'objet qui aura l'interface qui va s'abonner aux notifications de l'événement. Donc, on met ce game event qu'on veut faire écouter en référence du script, et à ce moment-là, on s'abonne. On va voir un petit peu plus maintenant. Voilà. Donc, quand je trouve une gemme, mon player, par exemple, qui va avoir trouvé une gemme, une fois qu'il va s'en rendre compte, il va appeler la fonction notify de cet événement que je lui aurais passé en référence. Et donc, lui, tout ce qu'il connaît, c'est cet événement. Et cet événement, lui, il sait tous les objets à qui il doit dispatcher l'information. Et le joueur, lui, ne connaît pas les informations de qui va recevoir cette information. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a trouvé une gemme et du coup, il va lever l'événement. À ce moment-là, on a notre quest qui dérive de iGameEventListener. On peut avoir mis dans quest data le game event qui sera écouté. Donc typiquement, je peux faire une quest data qui sera quête trouver des joyaux. Et dedans, je dirais, pour que cette quête elle soit validée, je peux écouter l'événement Found a Gem, où je pourrais lui dire, je pourrais faire une quête trouver des joyaux verts ou rouges, et à ce moment-là, je soulèverai les événements Found a Green Gem ou Found a Red Gem, ou des choses comme ça, quoi. Vraiment, enfin, on peut spécialiser autant qu'on le veut.
Là, ça permet en fait de faire un système de quête assez flexible parce qu'en fait, on va lui mettre juste le game event qui va déclencher l'itération et combien de fois on veut itérer. Et à ce moment-là, on a un système de quête qui se fait tout seul. La fonction Notify augmente le compteur d'itération de combien de fois l'événement a été levé. Et si la quête est finie, à ce moment-là, je dis félicitations au joueur et il est content. Il y avait peut-être des questions à ce stade-là? Alors, moi j'ai une question, mais comme elle est pour un cas d'utilisation très particulier, je préfère garder ma question pour la fin. D'accord, pas de souci. Voilà. Bon. Si on est bon, je vais continuer. Je parle pas trop vite? Non, c'est bon? Non, nickel. Alors, du coup, pour pouvoir créer ce nouveau scriptable object, et c'est assez facile, c'est assez accessible, je trouve, pour quand on a dans son équipe un game designer qui veut pouvoir faire une partie des assets lui-même. Simplement, on ajoute au-dessus de la classe cette ligne qui va nous permettre de créer un menu de création d'assets. Et du coup, ici, on va lui mettre un path qui va être, je sais pas, nom du projet / game design / mon scriptable object. Et ça va être le nom par défaut de notre asset. Donc vraiment, c'est super facile. Il y a juste ça à faire. Je crois que on n'est même pas obligé de mettre les deux. Bon, après, c'est quand même mieux de mettre un nom de fichier par défaut. Mais je crois qu'on n'est même pas obligé. Donc ça, c'est vraiment la façon super facile de le faire, super intuitif. On va dans la fenêtre projet, on fait clic droit. Et en haut du menu, on a un nouveau menu qui suit le path, en fait, qui va nous créer des sous-menus si on en a demandé. Donc ça permet aussi de trier ce qui est du game design, du level design, de l'UI. Ensuite, on peut aussi le faire par script. On peut faire un scriptable object.create instance avec le type. Ça, c'est principalement utile si on veut faire du tool. Si on veut créer un petit éditeur pour avoir un petit menu de création de scriptable object. Mais voilà. Ça c'est plus utile pour faire des tools que pour être utilisé autrement. Parce que si vous l'utilisez au runtime, en fait, ça va vous créer des instances de scriptable object. Sauf que comme ils existent dans le projet et pas dans la scène, en fait, ils vont pas se détruire quand la scène va être quittée. Et quand on va devoir tout le temps aller récupérer le scriptable object et le supprimer, c'est pas top, quoi. Ok. Alors là, on rentre dans le vif. Donc on va voir un petit peu pour le système simple. J'ai essayé de faire quelques schémas, je suis désolée si ils sont un peu approximatifs en termes de visuel. Donc tout simplement, ici c'est le schéma de ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la quête. Donc la quest qui est MonoBehavior et iGameEventListener, qui contient des données. Dans ces données, je vais récupérer le game event que je veux écouter et je vais m'abonner à game event. Donc je vais m'ajouter moi-même au listener pour pouvoir être notifié de quand l'événement sera levé. Et en retour, quand l'événement sera levé, le game event va tout simplement utiliser cette interface pour me notifier. Donc là-dessus,
ça va encore. Ensuite, donc voilà. Voyons un petit peu le cycle de vie. Ici, on a notre player, il a un gem collector. Et quand il détecte que j'ai récupéré une gemme, il va lever l'événement Found a Gem qu'on lui aura donné en paramètre. Donc il va dire, ok, je détecte que l'événement doit être déclenché, on y va. Je préviens tous les listeners abonnés à moi parce que c'est ce qu'on m'a dit de faire quand j'étais levé. Donc à ce moment-là, il appelle Notify et Notify en fait va avoir une influence sur à la fois Quest qui est de iGame Event Listener et notre élément d'UI qui dit combien de gemmes on a collecté, qui va aussi dériver de cette interface. J'ai oublié de le mettre. Du coup, le player, sans connaître ni les quêtes en cours, ni lui, va pouvoir les notifier en même temps. Et ça, c'est dans un petit système. Donc, vous pouvez l'imaginer, dès que on veut faire plus gros, c'est vraiment très utile de ne pas avoir à passer en référence tout ce qui va être impacté par un événement. Typiquement, ça va pouvoir nous permettre de déclencher un trophée, quelque chose qui va passer en fond et qui doit être assez léger. Clairement, on n'a pas envie, pour un truc qui sera en fond potentiellement pendant tout le jeu, de prendre un mono behavior qui va avoir un transform, qui va avoir des appels à chaque frame. C'est beaucoup trop gourmand, ça aurait pas trop de sens. Je sais pas si le schéma est clair. Si vous avez des questions. Je vais prendre ça pour un oui. Je pense que ça va, ouais, effectivement, si personne. Ça permet d'y voir plus clair le schéma, effectivement, merci. Oh oui, je m'en suis douté. Surtout quand je parle vite comme ça. Je pense que ça permet à tout le monde d'y voir mieux. Merci beaucoup. Donc voilà. Vous avez trouvé votre indépendance. On n'a plus besoin d'utiliser des mono behaviors pour absolument tout. À cause de ce problème de transform et de multiples appels à chaque frame, on peut permettre d'updater lui uniquement quand c'est pertinent et pas de vérifier à chaque frame où en est le compte en banque de mon joueur pour pouvoir dire tout le temps où j'en suis, ou alors devoir passer lui en paramètre de tout ce qui va dépenser de l'argent. Ce genre de choses, c'est quand même un gain de clarté dans le code qui est énorme. Et là, mon player, du coup, il ne connaissait ni les quêtes en cours, ni la partie de l'interface concernée. Potentiellement toutes les choses qui vont avoir besoin de connaître le nombre de gemmes qu'on a ramassées. Il a juste besoin de savoir qu'il a ramassé une gemme et de lancer l'événement dans la nature. Voilà. Ok, cool, merci du coup. T'avais prévu une session code direct derrière? Cool, ouais, je pensais que tu allais nous montrer un scriptable object. Ouais, bah, c'est prévu que potentiellement après on fasse ensemble. Ouais. Ça va dépendre de combien de temps prennent les questions, mais a priori j'ai rushé complètement à travers la présentation, donc normalement on a du temps. On avait Gaëtan, je crois, qui avait une question, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais, j'en avais une. Bon, déjà, merci pour la présentation. Et en même temps, en plus, du coup, je suis super chaud, effectivement, pour qu'on fasse ça voilà, collégialement par la suite. Donc là, je vais ouvrir un petit dossier pour le projet qu'on va faire là. Bon, la question.
du coup, elle est plutôt, est-ce qu'on peut utiliser un système de scriptable object pour de la sauvegarde? En fait, ma question que j'ai, parce que généralement, ce que je vois, c'est des gens qui proposent effectivement un système de sauvegarde par des fichiers, ce qui est complètement valide. Et en fait, moi, je me suis toujours posé la question, puisque un scriptable object, lorsqu'on va modifier les informations qui sont stockées dans le game object en jeu, pendant le au runtime, le scriptable object va garder les informations modifiées. Est-ce que au moment où est-ce qu'au moment où le projet est build, les scriptable objects ne bougent plus jamais, et même si on modifie les informations, il garde les informations qui ont été mises dedans lors de la build du projet, ou est-ce que lorsqu'on modifie le scriptable object au runtime et que donc on va changer ces valeurs à l'intérieur, lorsqu'on va relancer le jeu, les valeurs seront les valeurs qu'on a modifiées précédemment. Alors malheureusement, comme les monobehavior, les scriptable objects sont pas sérialisables. Et je suis d'accord que c'est un peu gênant. En même temps, c'est vrai que c'est, ben voilà. Enfin, à chaque fois, il y a une vraie raison derrière, il y a une vraie utilisation qui justifie aussi le fait que ça a un vrai intérêt de revenir à l'état précédent. Mais oui, non. Du coup, ça va pas conserver les modifications une fois que c'est build, et même si tu fermes ton éditeur et que tu le rouvres, Mhm. enfin, ça va revenir à l'état initial, quoi. D'accord, parce que en fait, il y a juste un cas qui me paraissait un peu étrange, c'est ça m'est arrivé dans mes différents projets, j'avais un scriptable object, genre par exemple qui avait une valeur que je voulais garder fixe, mais Mhm. que je voulais qu'elle soit forcément la même au départ et que j'allais modifier au fur et à mesure du runtime. Et donc, par exemple, la valeur du scriptable object, elle commence à 10, puis elle diminue à 9, par exemple, 8, 7, machin. J'arrête Enfin, je clique sur play pour arrêter le runtime en éditeur. La valeur est à 7, et quand je vais relancer le jeu, la valeur va être à 7. Et du coup, je comprenais pas pourquoi ma valeur n'était pas reset à 10, en fait, dans le scriptable object, puisque, bah, en fait, finalement, j'ai écrit 7 dedans, et du coup, il me la laisse à 7. C'est ça que je Parce que dans l'état, en fait, son état, il est altéré, mais dans le projet. Et donc, tant que tu ne fermes pas ton éditeur, c'est comme si ça tournait encore, en fait. C'est vraiment un système particulier. Par exemple, dans les scriptable objects, il y a une fonction awake qu'il faut surtout pas confondre avec la fonction awake des monobehavior, parce qu'elle va pas s'appeler au moment où on lance le play mode. Elle D'accord. va s'appeler au moment où l'objet est créé. Oui. Et du coup, potentiellement, s'il y a des objets de ce type-là qui ont été créés avant de mettre cette fonction awake dans le script, il va falloir fermer l'éditeur et le rouvrir pour qu'il recrée les scriptable objects et que ce soit pris en compte. Ok. Donc c'est Merci. vraiment particulier, ça vit vraiment dans le projet, et ça n'a pas vocation à vivre plus loin, ni seulement dans le play mode. D'accord. Bon, bah, ok. Merci beaucoup. Merci pour ce détail. Pas de souci. Ce qui empêche l'utilisation de coroutines, c'est le fait que les scriptable objects ne sont pas impactés par le temps en jeu. Comme ils vivent en dehors du play mode, ils n'ont pas cette notion de temps qui passe dans le jeu, en fait. Donc, on peut pas utiliser les coroutines. Je suis pas sûre même qu'on puisse utiliser le multithreading de C#. Je pense pas, parce qu'il va considérer qu'on n'a rien lancé. Non, il n'y a pas d'update. En effet, les coroutines, oui, fonctionnent avec le système d'update.
Non, Jomanix, désolé, on n'a pas enregistré la presse audio. J'ai les slides, il y a beaucoup de choses écrites dessus. On peut brancher le scriptable object sur un monobehavior et parfois c'est cohérent. C'est vraiment des situations assez spécifiques. Mais je dirais que dans l'idée, il vaut mieux essayer de séparer ce qui est vivant, entre guillemets, de ce qui est de la donnée. Enfin, pas vivant, mais vous m'avez compris, quoi. Ce qui va avoir vocation à vraiment Être modifié et être activé. modifié, être activé. Alors, pardon, Alexis, j'avais pas vu le blog. Hein la problématique. Pardon, désolé, je suis en train de lire. Dans les classes filles, tu ne peux accéder aux méthodes des data filles. J'ai pas bien compris ton problème, en fait. Oui, tu m'entends? Oui. Oui, alors excuse-moi pour le roman, je me suis lancé ça parce que c'était une question que j'avais préparée, je pense que tu t'en doutes. En fait, le petit souci que j'ai, c'est que bon, moi j'utilise des scriptable objects, j'ai fait un système d'héritage pour affiner au fur et à mesure donc du coup des objets dans l'inventaire, les données. Et si tu veux, j'ai mis donc sur la classe abstract item le scriptable object. Et comme les autres classes hérivent de la classe item, j'utilise le scriptable object approprié à l'item. Par exemple, pour tout ce qui est nourriture, j'utilise des food data. Mais le problème, c'est que du coup, Unity, lui, considère que c'est un item data et pas un food data. Et donc, Ah du coup, oui. je suis obligé de faire un cast et j'ai pas trouvé d'autre solution que de caster justement pour pouvoir utiliser toutes ces données de food data. Je sais pas s'il y a une autre solution. Je pense que j'aurais dû la poser à l'oral. Ça aurait été peut-être plus simple. Oui, en fait, j'ai déjà eu ce problème et ce que j'ai fait, c'est que moi, item, enfin, de toute façon, quand je fais ce genre d'héritage, je mets toujours un enum pour savoir quel est le type. D'accord. Et du coup, item, j'avais simplement une méthode get data qui me faisait le cast. D'accord. Qui me faisait le cast en fonction du type. D'accord, mais c'est ce que j'ai fait alors. Bon, bah ça va, je suis pas trop fou alors. Je te remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez créer des scriptable objects maintenant qu'on sait faire? C'est parti. J'ai téléchargé pour l'occasion de magnifiques petits assets sur l'asset store Unity qui sont gratuits. On va pouvoir développer Pool Simulator. N'hésitez pas à proposer les noms.
Quand Unity aura bien voulu se lancer. Ah. Ah mais non, vous voyez pas encore. Alors. Je vais essayer de vous changer l'écran. Change- Alors, ça marche pas de changer d'écran avec Unity, il faut passer en full écran. C'est pas bon? Ouais, voilà, ça c'est bon, ça clignote plus. Alors. Un petit poulet. J'ai perdu ma fenêtre game. Unity n'aime pas être pris en window. Ouais, c'est ce que je vois. Il faut prendre tout l'écran, toute la fenêtre, le screen dans Discord. Ouais, je vais faire ça. Puis comme ça, je vais pouvoir mettre l'éditeur de code en même temps. Voilà. Ce serait bien d'avoir... Donc voilà, on a une petite poule magnifique. On a un petit compteur de champignons. On a des petits champignons partout. Je pense que maintenant que la présentation est finie, si vous en avez envie et que vous parlez pas tous en même temps, si vous voulez intervenir, il n'y a pas de souci. On est parti. On va faire... Alors je suis désolée, j'ai pas trop eu le temps de le préparer. On va le faire ensemble en même temps. Le système d'event se fait très très facilement, très rapidement en tout cas, donc vous allez voir, ce sera peut-être même plus clair de le voir faire. Oui, je vais démarrer. On va juste faire en sorte que une petite poule puisse se déplacer quand même. On pourra ramasser des champignons. Est-ce qu'elle a un régime de pudding?
Voilà. Si je ne mets pas le script, on va avoir du mal. Mhm. Je n'ai pas appliqué Origin Body. Ah, quand même. Pardon. Ok, bon. Tout simplement, là, on va faire notre système d'event quand même, parce que c'était rigolo, mais... Voilà. Déjà, on va le changer en scriptable object. Ensuite, il va râler si on ne crée pas d'abord le fichier d'interface. Donc, on crée iGameEventListener. Qui est une interface et qui va simplement contenir une méthode virtuelle void qui va être notify. C'est pas virtuel. Abstract. Parce que tout simplement, elle sera automatiquement doit être redéfinie dans chacun des listeners. Oui. Donc, GameEvent va avoir une liste de listeners. Une méthode qui va permettre de s'abonner à l'événement. Hop. Hop. À ce moment-là, on va juste ajouter c'est dur d'écrire. Et on va pouvoir aussi se désabonner.
Voilà. Ça, et on va vouloir que notre UI s'actualise à chaque fois. Alors, ça va être UI qui va devoir s'actualiser à chaque fois qu'on ramasse un champignon. Donc, il va être monobehavior listener. Là, il n'est pas content simplement parce qu'on n'a pas implémenté l'interface. On va devoir lui dire ce qui se passe quand on est notifié. Alors, on va créer une méthode update UI qui va être utilisée ici et au start, parce que même si rien n'a été... Même si on démarre le jeu, il faut pouvoir une première fois faire une update, tout simplement. Et puis ça, on verra tout à l'heure ce qu'on met une fois qu'on aura ramassé, qu'on aura fait ce qu'il faut pour pouvoir ramasser les champignons. On a presque tout ce qu'il faut. On va mettre un petit trigger sur ces champignons pour qu'ils nous envoient plus voler dans le ciel. Une capsule, comme ça sera plus facile de les attraper. On va être un peu plus permissif. Voilà. Hop. On va leur faire une classe champignon, parce qu'après on va faire des modèles de données de champignons, si ça vous va. Hop. On va le sortir de là, lui, parce que sinon... J'ai bien le retrouver. Hop. Voilà. On ajoute. Comment ça ? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, en fait, il n'y a pas besoin. C'est une interface. Voilà. Bon. On peut revenir à nos champignons. Hop. Voilà. Et on va quand même mettre un tag. Ce sera plus facile.
s'applique à tous les champignons. Notre petite poule, on va lui dire que quand elle entre dans un trigger, si le tag est mushroom, hop, on va prévenir. On va prévenir le game event qui est concerné. Catched. Oh bah tiens. Donc là, pour tous les listeners, dans listeners, listener pour notifier. C'est comme ça qu'il va prévenir ses petits copains. Vous m'entendez pas trop taper dans le micro? On t'entend pas taper sur le micro, mais on t'entend taper au clavier, c'est pas grave. Oui, je tape dans le clavier, pas dans le micro. Non, je voulais pas dire dans le clavier, enfin bref. Tape au clavier dans le micro, ouais. Tout va bien. Oui, tout va bien. Non, désolée, je me sens un peu seule, j'ai l'impression de me parler à moi-même devant mon PC. Non, c'est pas grave, on fait tout ça. C'est juste que là, il y a du monde qui t'entend. Ouais, c'est ça. Ok, j'enlève ça parce que ça n'était pas bon. Hop. Donc on a ça. Mais pour pouvoir ajouter notre événement à notre petite poulet, il va falloir qu'on puisse créer l'asset. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va rajouter le Create Asset Menu. Menu name. Pool Simulator. File name. Alors. File name. Puis on va le renommer. Hop. Donc juste grâce à cette petite ligne, normalement, hop, dans Create, j'ai Pool Simulator, Game Event. Et je clique et j'ai un nouveau... Donc là, ça va être Catch. Mushroom. Tout simplement. Et donc... Bien fait Benoît, j'ai oublié de mettre ça. On aurait été bien embêtés. On va peut-être détruire le champignon au passage. Ok. Je sais plus ce que je fais. Voilà, donc ici, Catch the Mushroom. Si je clique ici, hop. Là, on a la liste des game events
disponibles. Bon, là, on en a qu'un. Mais du coup, c'est assez pratique de bien les nommer. Et de toute façon, on a la barre ici pour chercher l'événement qui nous intéresse. Puis normalement, on trie correctement ces fichiers, mais ça va de soi. Hop. Pour l'instant, j'ai pas fait l'update de lui. On va voir si ça détruit déjà notre champi. Oui, j'ai mangé un champignon. J'ai une préférence exceptionnelle. Oui, pardon. Évidemment. Hop. Voilà. On va updater lui. Donc on a dit dès qu'il reçoit le Notify, on va prendre son texte et tout simplement on va le modifier. Ok, dans le start, on va récupérer combien il y a de champignons au départ. Et puis comme ça, on va pouvoir dire combien sur combien. Hop, alors. On va dire 0 sur 1. Ici, on va mettre ça, on enlève. Ok, on va tester. Ça marche pas. C'est pas grave, on va s'en sortir. Est-ce que... Non, j'ai pas mis en fait le script sur le... Donc ça va. Ok, on va voir si c'est bon. 1 sur 17. Pourquoi on est déjà à 1? Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Les aléas du direct. Ah mais oui, parce que ça va dans Notify. Pardon. Hop.
Par contre, j'ai pas. Il faut que je souscrive à l'événement, évidemment. Du coup, catch a mushroom. Subscribe. 6. J'ai pas assigné l'événement. On va dire que c'est le track de que vous me regardiez coder. Oh oui, c'est bon. Ok, on en a un sur 17, si on récupère l'autre. Hop, 2 sur 17. Ouais. Ça marche. Ok, donc là on a notre petit système d'événements. Hop, à chaque fois qu'on récupère un nouveau champignon, notre UI est mise au courant et peut se mettre à jour et c'est magnifique. On pourrait très bien se dire que les petits champignons qui sont jaunes là-bas, c'est un autre type de champignon et que on veut faire un événement différent pour celui-ci. À ce moment-là, on peut très bien dire que cette UI-là, elle écoute les deux événements et en fait, elle va juste recevoir Notify dans quel que soit le cas. Ça, c'est vraiment pas gênant. Par contre, si vous voulez écouter plusieurs événements différents depuis un même script et que vous voulez savoir lequel c'est beaucoup plus difficile tel quel. Le pattern observable, ouais, c'est incroyable. Mais voilà, du coup, pour ce qui est de créer des modèles de données, c'est... Je sais pas ce qu'on va pouvoir créer dans Pole Simulator. Je réfléchis. Est-ce que vous avez une idée de choses qui pourraient nécessiter un modèle de données dans Pole Simulator? Des points en fonction du champignon, ouais, c'est une super idée. Fiche de personnel avec ses aptitudes. Ok, bon. Alors, de toute façon, on a... Pas celui-là. On a Mushroom. Ok, et surtout, on voudrait créer le scriptable object Mushroom Data. Alors, la fiche de personnage Aude, on va attendre un petit peu pour qu'on ait plusieurs personnages. Parce qu'à ce moment-là, ce sera beaucoup plus utile. Dans l'idée, là, si le format vous plaît, le but, ce serait de faire d'autres trucs de dev, d'autres conférences de dev un peu comme ça, avec garder ce projet-là en fil rouge et le faire évoluer à chaque fois avec les nouveaux concepts. Du coup, il y a moyen que on se finisse avec plein de personnages et de... Ok, Mushroom Data, c'est un scriptable object. Donc,
C'était Pool Simulator. Alors, donc on a dit qu'on pouvait lui mettre des points. Des lettres et on doit composer un mot. Voilà. Elle est maline la poule. Donc en fait on va pas mettre point, on va mettre value. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On peut mettre... On verra. On verra en vrai, peut-être qu'on aura des champignons qui vont modifier notre vitesse, des choses comme ça. D'ici la prochaine fois, j'aurai amélioré le déplacement de cette poule. Mais en tout cas, pour un potentiel atelier sur les interfaces flexibles dont j'avais parlé, on va pouvoir mettre déjà un petit name, une description. Hop. Merci à toi Grégoire. Bonne soirée. On va pas mettre... ça va être variety. Et ouais, après on aura peut-être potentiellement des petits pouvoirs. Ça, on verra. Ok, variety, description, value. Éventuellement... Ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'au lieu de dire à Chicken Controller d'appeler ce game event là, on va mettre dans Mushroom Data l'événement ou les événements qui doivent être levés quand on a pris ce champignon. C'est une liste. Hop. Donc, on va faire... Ah oui, mais on n'a pas encore ajouté Mushroom Data à Mushroom. On va prendre tous les événements. Ah.
Et on va appeler Notify. Qui lui-même va notifier tous ses abonnés. Voilà. Donc on va faire ça. Si on est sûr d'avoir qu'un seul game event, on peut très bien en ajouter qu'un seul. C'est juste que j'aime bien rendre les choses assez flexibles. Donc voilà. J'ai fait un... Oui. Ça commence à être le bazar. Ici, on va créer voilà. Attention au chemin pour créer les datas. Ah oui. Bien vu. J'avais fait comment sur l'autre? En effet. Voilà. Ok, donc ça va être rouge. Un champignon rouge. Il vaut 3 champignons. Enfin, 3 points. Et du coup... Un instant. Voilà. Ok. Donc pour pouvoir différencier celui qui vaut 3 points de celui qui en vaut 1, il va falloir qu'on fasse une autre version de Notify qui prenne une valeur. Value. Hop. Bah non, c'est pas bien. Hop, ici. Allez. Non. Je l'ai pas fait dans Game Event. Ok. Ok. Et du coup là. Là. Oui. Ok. Donc ça, normalement, ça devrait être bon. On va créer une autre variété. Mushroom data.
Yellow mushroom. Hop. Ok. Donc, va falloir que ici, je dise sur ce préfab là, hop, on met les données de red mushroom sur les petits jaunes. Ok. Désolée, il y a des avions qui passent. Mhm. Ah oui, parce que j'aurais pas donné le tag. En effet. Hop, hop. Le pli mode rose, ouais, c'est pour éviter de se retrouver à faire des modifs pendant que la scène est en play mode et tout perdre. Le pire, c'est quand tu t'en rends compte avant de la fermer. Alors. Mhm. Ouais, quand tu viens de faire tes modifications et que tu te rends compte que tu es encore en play mode et que tu te dis mais c'est impossible, je pourrais jamais tout sauvegarder. C'est le pire moment. Parce que tu es obligé de l'arrêter en sachant que ça va tout écraser. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, pourtant il a un component mushroom. Ouais, c'est assez facile, c'est dans les settings. Mais c'est fou ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ?
On est d'accord, vous voyez comme moi qu'il y a un component mushroom et qu'il a une data. Ça n'a aucun sens. Surtout que ça marchait tout à l'heure. Pourquoi? Je suis confuse. Qu'est-ce qui se passe ici? Il me dit que j'ai une nulle référence exception. Alors que là-dedans, il y a écrit que il y a tout. Il me dit que j'ai une nulle référence exception. Ah, c'est over. Quel abruti, pardon. Oui, en effet. De toute façon, c'est jamais vraiment l'éditeur qui a tort. Hein. Même si j'aime bien râler sur Unity. Bonne soirée, Gaëtan. Alors lui, il doit nous en donner 2, je crois. Ouais. Ouais, parfois ça arrive vraiment que ce soit la faute de Unity et qu'il suffise de redémarrer le soft. Hop, et 3 de plus. Bon. Ouais, souvent c'est un problème chasse-clavier. Mais Unity se sont pas mal améliorés. Pendant un temps, c'était infernal. C'était constamment. Je passais mon temps à relancer Unity parce que ça réglait mes problèmes, quoi. Ouais, il faut sauvegarder souvent. Ça a tendance à cracher. Hop. Bon. On a fait 2 types de champignons qui rapportent des points différents et qui notifient notre UI. Ça, c'est cool. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Si vous avez encore envie de faire quelque chose, si vous voulez... Champignon qui court après la poule et qui t'enlève des points quand il t'attrape. Oui, La poule pour un œuf quand elle mange un champignon. oui, ça peut, hein. J'ai pas de d'œuf, on va en faire un vite fait. Hop. Ça peut être un autre objet. Hein. Oh, mais on fait une sphère et on l'étire un peu. Je pense que ça fera le tas. Hop. Ça fait bien l'œuf, ça, non? C'est placeholder. Alors moi je suis pas codeur, mais c'est intéressant à regarder. Il faudrait quand même être 2 parce que du coup tu es toute seule et il y a des moments il y a des blancs et c'est un peu dommage Ouais. quoi. Si vous Ouais, étiez 2, ça pourrait être un peu sympa parce que ça pourrait te permettre à toi de travailler et peut-être pas avoir le stress des gens qui te regardent, puis de te sentir seul. Ouais, ça pourrait être très cool. Faudrait voir hein, si... Quand l'œuf éclot, nouveau player. Oh là là. Ça part trop loin. Sinon, il faudrait mais un VD ou un LD à côté qui t'accompagne. Ça pourrait être marrant. ah, ça, ce serait très cool. Si Mathieu pouvait venir animer avec moi, ce serait tellement bien.
carrément. Hop, on fait un œuf. On va faire... la poule. On va lui mettre un transform où l'œuf va spawner. Ok. Et ça. Ok, donc on va donner la référence au préfab d'œuf à notre pool. Donc, public GameObject egg préfab. Et simplement, d'où viennent les assets? Ça vient de l'asset store Unity. C'est sur un... Je vais vous retrouver le nom des assets. C'est des assets gratuits de l'asset store. Salut Bastien, il est déjà parti en fait. Ouais, c'est des assets gratuits. C'était histoire que vous puissiez récupérer aussi. Et puis on va voir de toute façon comment on va évoluer ce format. S'il y en a qui veulent apporter des trucs à ce jeu-là, je pense que on fera un repo Git pour PushStart et que tout le monde pourra y avoir accès. Ce qui est cool, c'est que si on peut faire les ateliers avec ce jeu-là, au final, celui qui veut faire un atelier et se servir de ce jeu en support, pull ton start, exactement. Push ton œuf. Git, en fait, il y a un Git ignore spécial Unity. Hein. C'est pas bon, en fait, en général, pour tout ce qui est asset graphique, parce que c'est du fichier qui est pas très bien, qui est pas facile à merger. S'il y a un conflit de merge sur des fichiers graphiques, voilà, c'est pas facile à gérer. Sinon, franchement, j'ai toujours utilisé Git dans mes projets de jeu, j'ai pas eu de soucis. Alors, hop, on va enlever ça. La poule, on va lui dire, c'est bon. Et simplement, si elle mange un champignon, on instancie un œuf. Je l'ai pas dit. Hop. Je transforme egg spawn. En fait, il n'y a même pas vraiment besoin, c'est pas très grave si ça spawn sous son ventre. Quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est peut-être dramatique, je sais pas. C'est pas très important. Les scriptable objects sont propres à Unity, oui. Ça a été développé par les devs de Unity et ça part de la même racine. Bien vu, Alexis. Ça part de la même racine que les monobehavior.
C'est dérivé de la même classe que les monobehavior. Hop. Non, mais normalement, en fait, ma poule, elle est kinématique. Normalement, elle devrait pas sauter en l'air. Ok. Il va vraiment falloir que je refasse ce déplacement. Mon préfab, il est en... Ok. Et après, je vais... Le préfab était pas visible. Bah alors... Ok. En fait, ce qui s'est passé là, c'est que j'ai mis la mauvaise référence pour avec préfab. Au lieu de mettre ce qu'il y avait dans le projet, j'ai mis ce qu'il y avait dans la hiérarchie. Et comme dans la hiérarchie, c'était en active false, forcément, vous prenez ça comme modèle. Hop. Ça spawn ici. Donc on n'est pas bon. Donc, en effet, on va mettre... Hop. Et hop, et egg, on va mettre son fonction. Proposition. Export. Ok, alors, notre expo, il est là. Hop. Et voilà, on pond des œufs. Bon là, on était un petit peu dans le sol. Parce que j'ai vraiment juste pris des assets sur l'asset store. Mais oui, voilà. Cocorico. On pond des œufs. Tout en mangeant des champignons qui, je pense, ne sont pas comestibles. Hop. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Est-ce que l'œuf serait pas d'une couleur différente en fonction du champignon qu'on mange? Un collideur pour que la poule marche sur le sol, ouais, ça peut être utile. En effet. Pour que la poule marche sur le sol. Parce que la poule, pour l'instant, elle a une test de sphère. Peut-être voir... Donc en effet, il ne faut pas qu'elle soit kinématique. Récasse partant du milieu vers le bas. Pourquoi? Pour le sol? Je pense pas que ce soit très très efficace. Normalement, le rigid body, il fait le taf. Hein. Si on lui dit... on va voir si c'est possible que là, elle passe à travers le sol, mais... Ouais. Mais... Normalement...
Oui, mais parce que j'ai désactivé. Normalement, peut-être mettre un mesh collider. En fait, le rigid body est pas sur le bon. Hop. Là. Hop. Voilà. Bon, normalement déjà on devrait être mieux. Voir du coup ici il faut qu'on lui dise de prendre get component in children pour qu'il aille chercher le rigid body dans les enfants du GameObject. Et voilà. Donc là on est bien sur le sol. Du coup, faudrait aussi changer ça parce que c'est pas bon. Il faut garder un collider trigger à haut niveau de la poule. Pourquoi un collider trigger? C'est les champignons qui sont en trigger. C'est les champignons qui sont en trigger et c'est quand la poule entre dans un trigger du coup que c'est appelé le on trigger enter. En fait, le on trigger enter, il s'en fiche de si ton collider il est trigger ou pas. Ça fonctionne pas dans ce sens-là. Hop. Export. Et qu'est-ce que j'ai fait ça. J'arrivais plus à avancer. Parce que je bougeais mon rigid body. Et que mon rigid Essaye de la soulever un peu du sol et peut-être coincée dans le collider du sol. Non, en fait, je pense que c'est ça qui bouge. Tu vois. C'est là qu'il y a le rigid body. Bah, elle a pas un collider cubique au-dessus, là, dans l'empty. Donc du coup, ça fait un composite collider, là. Ouais, c'est un peu étrange. Ce qu'il y a sur cette modée. Alors, éventuellement. On retire le mesh. Ouais, mais c'est pas ça le souci. Je pense que le souci c'est que le rigid body. Bon, moi je dis au rigid body d'avancer. Et parce que c'est mieux quand même pour les déplacements. Et au final, le rigid body il est sur ce truc là. C'est assez embêtant. Parce que moi c'est ça qu'il faut bouger. Sauf que lui il peut pas avoir de rigid Ouais, body. c'est ça, faut le mettre tout en haut. Ouais. J'ai peur que ça casse tout. En fait, ça va tout casser au niveau des animations. Parce que. Non, je change rien. C'est, faut juste. Normalement, ça devrait aller, mais il faudrait voir s'il n'y a pas un autre collider dans le toon là.
Ouais, c'est vraiment bizarre. On voit une box, mais Ouais, il y a une box et je sais pas d'où elle sort. je crois que ça vient de ça. Je crois que ça vient de ce skin mesh renderer. Parce que là, on peut changer les bounds. Et ça, je sais pas ce que c'est censé être. Justement, c'est son. C'est vraiment bizarre. Bah, c'est un mesh renderer, donc ça devrait pas le. Ouais. Oui, mais du coup, en fait, le rigid body, Il est perdu. il est perdu. Alors, on va essayer de le remettre sur là, parce que moi, c'est vraiment ça qu'il faut qu'il avance. Hop. Et ici, on va essayer. Il manque un collider dans l'affaire, alors du coup. Oui, je suis d'accord. En fait, le mesh collider, il marchait. Non, le mesh collider ne marche pas avec un autre mesh collider. Il faut un Il y a cube pas. ou En fait, une capsule. il y a juste pas de collider hein, pour l'instant. Donc, je Ouais, vais mettre une faut box. en remettre un. Mais tu lui mets une capsule ou un box, ouais, voilà. Mettre une box et Ce qui nous manque. on va voir déjà si. Faudrait déjà la remettre ouais, au bon endroit, quoi, voilà. Nickel. Hop. On a fini. Hmm. Ok. Oula. C'est parti. Et c'est. Ah, il faut mettre un peu moins de vitesse. Là, faut que tu verrouilles tes rotations, là. Ouais. C'était très drôle. C'est très fun. C'était un très motocross, truc de. C'est nickel. Vous êtes jaloux de pas pouvoir jouer, hein? Presque, ouais. Manque plus qu'elle tourne quand on tourne, mais ça, c'est un autre débat. Ben oui, ou que avec la souris on puisse. Ouais, bouger la caméra avec la souris. Enfin, je sais pas si on a des touches. Un peu comme le Ford Controller. Hmm. En effet, il faut changer par Fixed Delta Time. Ouais. Ouais, bah, suffit de lui mettre le Ford Controller et remplacer Ethan par la poule, ça passe. Ça va très vite. Oui, après, je suis pas fan, ça a tendance à créer pas mal de problèmes. Ah bah tiens, il me le proposait. Hop. Oups. Moi, il y a des moments où, quand je développe sur mon jeu, je commence à faire des tests, puis j'oublie ce que j'étais partie tester, puisqu'en fait, je suis en train de jouer avec mes fonctionnalités. Bonne soirée, Mehdi! Ouais, c'est jusqu'à quelle heure ta présentation? C'est jusqu'à ce que vous en ayez marre. Ok. Ou j'ai trop faim. Et puis voilà. On a pondu des œufs, on s'était plat, manger des champignons avec un système d'événements. Donc ça va dépendre aussi de s'il y a autre chose que vous voulez faire ce soir avec les scriptable objects plus tôt.
Ou si, au pire, il y a fortement moyen que la semaine prochaine, ce soit de nouveau un atelier technique, parce que je crois qu'on n'a que des ateliers techniques de prévus. Ce sera peut-être Nicolas, s'il est disponible. Et sinon, ce sera moi, s'il y a personne d'autre qui se propose. Et du coup, le but, ce serait de faire évoluer Pool Simulator. Non, attends, on avait trouvé un super nom. Quelqu'un Push avait Start. Pool Start, oui. Pool to Start. Ah, mais c'est très bien, Marie. Bravo. Ouais, je suis contente si ça vous a plu. Il reste des conférences côté Antoine, oui. C'est vrai. C'est bien de varier. Je me permets, du coup, ce sera plus simple en vocal. Oui, Antoine avait été ravi par tout ce qu'on avait fait là, mais effectivement, ça permettait de varier un petit peu. Et donc, du coup, c'est juste, lui, il a un planning qui permet de s'arranger avec ça. Donc, si la semaine prochaine, tu souhaites faire une suite d'ateliers là-dessus, je pense que ça a pas mal motivé tout le monde là. Donc, avec un petit repo Git ou autre où tu nous mets à disposition de quoi repartir sur la base, ça peut être intéressant, ouais, carrément. Puis si je peux voir avec peut-être Mathieu ou quelqu'un d'autre qui voudrait faire ça en duo, ce Ça serait peut être incroyable. carrément un bon truc. Bah, GDLD, ça serait top, ouais, carrément, pour les idées qui sortent et puis implémenter au fur et à mesure, ça peut être pas mal, ouais. Mm. Et après, effectivement, il y avait Nicolas qui avait proposé des trucs, mais il lui fallait un petit peu de temps pour préparer la chose. C'était des sujets moins, peut-être moins dans la sphère game, du coup, il fallait qu'il prépare un petit peu, il m'avait dit. Moi à l'arrache. Non, c'est pas du tout à l'arrache, c'est pas le terme. C'est la notion de les thématiques que toi tu amènes là, ce sont des thématiques que les game devs ont plus ou moins croisées, où ça va permettre de partager de la connaissance là-dessus. Nicolas, il avait vraiment une paire de sujets qui étaient peut-être dev web plus, mais qui intéressaient tout le monde malgré tout, quoi. HTTPS ou le Kubernetes, c'était pas mal utile, mais il souhaitait les formuler, les refaire un petit peu pour permettre que ce soit plus accessible pour tout le monde. C'est ce que j'en avais compris. Oui, je me permets d'intervenir. Ouais, c'est ça. C'est que là, c'est une formation que j'avais faite chez Orange, mais qui du coup a des références à Orange et qui est faite pour un public de salariés d'Orange. Du coup, faudrait que je l'adapte pour Pushstart et que je l'adapte un peu plus au public, plutôt que d'avoir des personnes qui sont très techniques et qui développent des services. Là, plutôt l'adapter à vous qui êtes plutôt, où il y a plutôt du développement web et peut-être plus que peut-être que vous faites pas vous-même votre hébergement, mais peut-être que vous faites plus appel à un hébergeur et du coup parler le langage que parle l'hébergeur plutôt que parler du langage technique, quoi. Ouais, voilà. Du coup, effectivement, si tu as besoin d'un peu de temps pour bosser là-dessus, ça permettra de laisser du temps. Et si Marie est motivée pour continuer sur sa lancée, ma foi, je pense qu'il y aura, j'ai cru comprendre en tout cas, un public motivé pour la chose. Oui, parce qu'en plus, au final, il y avait des gens qui pouvaient pas être là ce soir et qui étaient motivés. Donc, je pense que Ils devront rattraper entre le code à disposition et les slides, du coup. c'est ça. Mais du coup, Pool ton Start pourrait faire un vrai fil rouge là-dessus, quoi. Carrément. Ouais, c'est le but. C'est pour ça que j'avais pris des assets graphiques pour rigoler un peu là-dessus, parce que finalement, ça peut être vraiment sympa de construire un truc en passant par les différents sujets et on développe un truc tous ensemble, quoi. Ah, c'est une super bonne idée, ouais. Ouais, ça fait. Genre de sujet, typiquement, je crois que j'en avais proposé plusieurs. J'avais dit faire des UI flexibles. Faudrait que je retrouve. Ah, tu les as épinglés, non? Les sujets? Oui. Alors, Donc, hop. Ah oui, pardon, j'avais pas vu la question de Odd. Effectivement, ils sont épinglés en haut, les sujets. Odd, si tu veux, dans les pins tout en haut. Mhm. Il y avait donc ceux de Marie, de Nicolas et également les conférences restantes de Antoine pour l'instant. Et si, d'ailleurs, je répète, je répéterai beaucoup, mais s'il y en a qui souhaitent proposer des choses, de quelque nature que ce soit, tant que c'est en rapport avec le jeu vidéo,
Bah, vous faites signe et puis on vous met dans la grande liste d'épingles en haut et Ouais, on essaye de trouver clairement. tout ça. Voilà. Ah oui, Et alors il y n'importe quel avait sujet. aussi Pardon. créer ses propres outils sur Unity. Ouais, j'ai pas tout mis parce que tu voulais commencer par les scriptables. Attends, je crois que Odd, tu voulais dire quelque chose? Non, oui, non, Oui, peut-être non, pas. c'est parce que j'étais en train de réfléchir à un sujet que je pourrais Pardon. présenter, et puis comme vous parliez de n'importe quoi sur le jeu vidéo, Eh ben écoute, tu est-ce pourras proposer des sujets également et puis après on mettra tout ça ensemble comme on fait là. L'idée c'est qu'on arrive à caler une cohérence et puis qu'après on arrive à mettre tout ça dans un calendrier et puis qu'on soit très nombreux, on ait plein de succès, que ce soit génial, qu'à la fin, il y a pas de souci. guérir le monde tranquillement. Ce sera parfait. OK. Ouais, clairement, j'avais proposé créer des interfaces flexibles, créer un système de sauvegarde, chargement, créer ses propres outils sur Unity. Ah, moi je suis complètement sur le créer ses propres outils par exemple, ça m'intéresse vachement. C'est des propositions comme ça. Après, franchement, s'il y a des trucs que vous voulez voir en particulier, il faut aussi pas hésiter à demander si quelqu'un veut bien prendre un sujet qui vous intéresse. Et sinon, ouais, moi je pense que ce qui serait sympa, c'est qu'une fois que Poulton Start est bien lancé, il y ait d'autres gens que moi qui puissent aussi l'utiliser pour faire des ateliers, mais ça pourrait même être de la création d'assets 3D ou des choses comme ça. Carrément. Pour le jeu, ça pourrait être super fun, quoi. Carrément, ça fait une super base et ça peut engager à peu près toutes les professions différentes là. Bah, on fait déjà du concept art le vendredi, demain, si vous passez sur le Discord de Sudpixel. D'accord, effectivement, ils ont des ateliers, des fois j'ai pas tout suivi. Ouais, mais Moi, ils je ont verrais déjà aussi bien. tout un lot de. Moi, je verrais bien un logo avec une poule de dos qui pond un œuf avec le logo Push Start dessus. Carrément. Ça peut être bien classe. Mais ça pourrait être très drôle que quelqu'un fasse un atelier création de logo et que Ouais, tout à fait. on voit comment est-ce qu'on réfléchit à la création d'un logo en utilisant ce cas-là. Enfin bref, je pense que c'est assez large pour qu'on puisse en faire tout et n'importe quoi. Exactement. Ou de la création d'assets sur Blender. Ah ouais, exactement. Ça fait un bon fil rouge, ça pose une bonne brique. Ouais, Et je vais vous mettre tout à l'heure les liens pour les assets que j'ai utilisés sur l'Asset Store. Je me demande du coup si on se sert de ça comme fil rouge, est-ce que on n'aurait pas un channel écrit pour Pour le il y Poulton a un Start. channel Un Poulton Unity. Start. Tu peux aussi envisager, alors apparemment, Nicolas nous a remonté l'info, on a un GitLab de Push Start, on pourrait peut-être se servir de ça. Et peut-être que du